Bonjour Céline. Aujourd'hui, attention, ce n'est pas juste une pièce maîtresse, un ouvrage formidable dont on va parler. Non, non. On s'attaque à un mastodonte, presque un mégalodon qui règne sur les océans de la philo. Je parle bien sûr d'Immanuel Kant et de sa philosophie. Un mégalodon, carrément. Pourquoi pas un T-Rex pendant qu'on y est? Eh ben, on n'en est peut-être pas si loin. Notre mission, là, c'est de comprendre l'architecture, la structure de ce système monumental, surtout via ces trois célèbres critiques. Comment Kant essaye de répondre à ces questions énormes. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et surtout, comment tout ça s'articule? Exactement. Saisir la charpente globale. Comment tout ça tient debout, en regardant de près ce qu'il dit et ce qu'on en dit. Une vraie plongée dans l'édifice kantien, quoi. Bon, alors, attaquons les fondations. La critique de la raison pure, la question du savoir, de la connaissance. Qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir selon lui? Alors là, Kant, il fait sa fameuse révolution copernicienne. C'est pas notre esprit qui doit se plier aux objets pour les connaître, c'est l'inverse. Les objets, pour qu'on puisse les connaître, doivent se conformer aux structures de notre esprit. C'est là qu'il distingue, tu sais, les phénomènes. Ce qu'on perçoit. Voilà. Ce qu'on perçoit, organisé par notre sensibilité, l'espace, le temps, et puis structuré par notre entendement avec des concepts, des catégories comme la causalité. Et il distingue ça des noumènes, les choses en soi, telles qu'elles pourraient être, mais qu'on ne peut pas connaître directement. Sa conclusion est nette, on ne connaît que les phénomènes. Ok. Donc, il y a une limite très claire à ce que notre raison peut connaître. Tout ce qui dépasse l'expérience, genre Dieu, l'âme, la liberté, c'est hors de notre portée scientifique, disons. Précisément. Essayer de prouver que Dieu existe, par exemple, ça mène, selon Kant, à des impasses, des contradictions, qu'il appelle des antinomies. La raison patine, en gros. Mais attention, très important, ne pas pouvoir les connaître par la théorie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les penser. Et ça, c'est crucial, surtout pour la liberté. Ça ouvre la porte à la morale. D'accord. Si la raison pure, la raison théorique, nous dit stop, tu ne peux pas prouver ça, comment on gère ces grandes idées? C'est là que la critique de la raison pratique entre en jeu. Exactement. On bascule de la question du savoir à celle de l'action. Que dois-je faire? Et là, Kant découvre la loi morale, non pas dehors, mais au cœur même de notre raison. C'est le fameux impératif catégorique. Agis de telle sorte que... Voilà. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Et le truc génial, c'est que cette loi, elle vient de nous, de notre raison. C'est ça l'autonomie. Et la liberté, alors? Si on ne pouvait pas la prouver avant? Mais ici, elle devient une nécessité, une condition pour que la morale ait un sens. Pour Kant, sans liberté, pas de responsabilité, pas de morale possible. C'est la ratio essendi, le fondement de la possibilité de la loi. Et inversement, c'est en découvrant cette loi morale en nous, ce devoir, qu'on se rend compte qu'on doit être libre pour pouvoir y obéir. C'est la ratio cognoscendi. C'est un lien très fort, oui. Mais alors Dieu et l'immortalité de l'âme, y réapparaissent comment? Oui, mais différemment. Comme des postulats de la raison pratique, des exigences si tu veux, pour que l'idée du souverain bien, l'union parfaite entre être vertueux et être heureux, ne soit pas juste une belle idée vide. Il faut postuler, supposer l'immortalité de l'âme pour viser une perfection morale infinie et l'existence de Dieu comme garant que, à la fin, mérite et bonheur coïncideront. Ce sont des objets de foi, mais une foi rationnelle, pratique. Certains pourraient dire que c'est un peu une astuce, non? Si on ne peut pas prouver Dieu, on le postule juste pour que la morale tienne la route. C'est une critique classique, oui. Mais Kant dirait que ce n'est pas une preuve de l'existence de Dieu pour le scientifique. C'est une nécessité pour la raison agissante, pour celui qui se demande « que dois-je faire ?» C'est pour donner sens à l'effort moral, une foi pour l'action. D'accord, je vois. Donc on a d'un côté le monde de la nature, avec ses lois, explorées par la première critique. De l'autre, le monde de la liberté, de la morale, fondé par la deuxième. Ça semble un peu séparé tout ça. Comment il fait le lien? C'est le rôle de la troisième critique, celle de la faculté de juger. C'est exactement ça. Et apparemment, Kant lui-même a été un peu surpris de la trouver, celle-là. Elle explore notre jugement sur le beau, le sublime, ça, c'est le jugement esthétique, et aussi notre jugement sur la finalité dans la nature. Typiquement, quand on regarde un organisme vivant, sa complexité, son adaptation, c'est le jugement téléologique. Et cette critique, elle sert de pont
de moyens de liaison, comme il dit. Un pont. Mais comment ça marche concrètement, ce pont? Prends l'expérience du sublime. Face à une nature immense ou déchaînée, une tempête en mer, les Alpes, on sent à la fois notre faiblesse physique, notre petitesse, Mhm. et en même temps, une sorte de supériorité de notre esprit, de notre destination morale, qui, elle, n'est pas écrasée par ces forces naturelles. Ce sentiment révèle quelque chose de notre liberté par rapport à la nature. Et pareil, quand on voit une finalité dans la nature, comme si elle était organisée intelligemment, ça suggère que la nature et la liberté pourraient être harmonisées, que la nature n'est pas totalement étrangère à nos fins morales. C'est d'une critique incroyablement dense, ça parle d'art, de biologie. D'accord. Donc si je résume, les trois critiques forment un système complexe mais cohérent. La raison explore d'abord ses propres limites dans la connaissance, raison pure, pour ensuite mieux fonder la certitude de la loi morale et la nécessité de la liberté, raison pratique. Et enfin, elle essaye de jeter un pont entre ce monde de la nature et ce monde de la liberté via le jugement, faculté de juger. Impressionnant comme construction. Absolument. C'est ça, la grande architecture. Délimiter ce qu'on peut savoir pour faire place à la croyance rationnelle dont on a besoin pour agir moralement. Et chercher l'unité, le lien entre les lois de la nature et les exigences de notre liberté. Une entreprise philosophique majeure. Eh bien, ça donne vraiment envie de s'y replonger ou de découvrir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Ah, mais le plaisir est pour moi. C'est toujours stimulant de revenir à Kant. Alors, à bientôt pour de nouvelles quantités d'exploration philosophique. Ah Quel jeu de mots. En effet. Et pour nos auditeurs, peut-être une question à méditer. Quel aspect de ce système kantien, de cette immense architecture, résonne le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous parle encore? Voilà, à réfléchir.